Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. C'est une fuite en avant permanente. On arrive à une inversion complète des valeurs. On est dans une impasse politique totale. Quand on empêche les gens de discuter, et ben derrière les gens vont dans la rue. Ils veulent remplacer la France. La France est le pays le plus attractif d'Europe. Rire. Voilà, normalement. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est terrible, la prochaine catastrophe qui arrive, le prochain complot d'Ursula et Albert Bourla. Ah oui, je l'ai dit hier sur les réseaux. Cherchez à qui profite le crime. Ça fait je sais pas combien de temps que je sonne du tocsin. Il faut rendre la parole au peuple. Le peuple, c'est le souverain. Il faut arrêter de baisser les bras en disant que tout est terminé. Retrouvons la volonté, retrouvons l'intelligence. Imaginons the people. La matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Je suis très heureuse de retrouver Eric Verhaeghe, que nous n'avons pas eu depuis le début de Tocsin. Et pourtant, Dieu sait que c'est un ami et qu'il travaille, en tout cas, nous travaillons en parallèle pour les mêmes combats. Bonjour Eric Verhaeghe. Bonjour Clément, c'est un plaisir de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes fondateur du Courrier des Stratèges, essayiste, journaliste, conférencier et président de l'association Restez Libre. Vous avez notamment publié, on vous avait reçu pour votre livre Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste aux éditions Culture et Racines. Aujourd'hui, Eric Verhaeghe, je vous donne la parole pour parler de ce sujet, l'identité numérique. Et alors, j'ai beaucoup aimé le titre de votre article qui est passé la semaine dernière. En loose day, le gouvernement lance l'identité numérique des Français. Alors, pour ça, vous allez nous expliquer pourquoi vous dites que ça se passe en loose day. Et puis, l'identité numérique, ça fait bien longtemps qu'on en parle. D'ailleurs, on en a déjà fait des sujets ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement et pourquoi cette fois-ci, ça devient carrément inquiétant, Eric Verhaeghe? Alors, parce que jusqu'ici, au fond, c'était un projet qui est porté, on le redit, au niveau européen, mais qui découle assez naturellement de toutes les théories de Klaus Schwab et énoncées dans le Great Reset que tout le monde connaît maintenant. Et pour l'instant, c'était devant nous, c'était un projet. Et il se trouve que maintenant, ça devient une réalité concrète qui est portée par les pouvoirs publics en France. Et que nous avons mis le doigt dans le système, là encore sans véritable débat démocratique, sans annonce particulière, au travers d'un appel à candidature pour expérimenter, lancé sur Twitter, enfin sur X, et donc la machine se met en place au fond sans délibération, sans transparence, sans débat. Ce sont des gens dans des bureaux qui lancent des appels d'offres et tout ça petit à petit grignote, si j'ose dire, comme une souris grignote un morceau de fromage. Et donc, ça échappe au débat démocratique et c'est ça qui est un peu perturbant quand même. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter X exactement? En fait, il y a une publicité pour tenter d'essayer cette nouvelle identité numérique, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que l'agence France Identité, dont, à mon avis, moi en tout cas, je n'en avais pas entendu parler. Je vous soupçonne, Clémence, de ne pas en avoir entendu parler plus que moi. L'agence France Identité, qui est en fait une espèce de dérivé ou de succursale ou de filiale de l'agence des titres de la NTS, qui est l'espèce d'agence qui est chargée de fabriquer les cartes d'identité et les passeports. Donc l'agence France Identité, qui est une agence interministérielle, a lancé un appel d'offres sur X, sur les réseaux sociaux, en disant, eh bien, on lance l'identité numérique, on va tester. Si vous voulez faire partie de l'expérimentation, candidatez et vous allez pouvoir être les premiers à utiliser la carte d'identité numérique dont on sait que, en fait, elle servira à rassembler de nombreuses données bien au-delà de l'identité personnelle, notamment des données médicales, des données sur le statut vaccinal. Et on sait que cette carte, in fine, permettra au minimum de sélectionner ceux qui auront le droit de prendre l'avion ou pas, mais très rapidement, ce titre permettra de faire du crédit social, c'est-à-dire que d'après les données qu'il y aura sur votre carte, qui ressemblera à une carte de crédit, eh bien, on pourra vous interdire d'acheter trop d'essence, de vous interdire d'avoir accès à un certain nombre de biens ou de services si vous n'êtes pas vacciné, et autres mesures dystopiques, comme on dit, dont on sait qu'elles sont pensées, théorisées depuis longtemps, qu'elles sont en préparation et que l'État aura les moyens de mettre en œuvre
dès qu'il le pourra et dès qu'il le voudra. Oui, donc cette agence France Identité propose donc de mettre en place son identité numérique ça rejoint ce qu'on se disait déjà la dernière fois, finalement, que ça va ouvrir ce portefeuille numérique et comme vous le disiez, avec tous ces domaines qui vont être réunis, ce qui peut commencer à poser des questions. Donc on va en avoir la tranche, l'ouverture du portefeuille sur la question sanitaire, l'ouverture du portefeuille numérique sur la question du carbone écologique. Et puis, comme vous l'avez dit, crédit social, donc ça peut être bon ou mauvais point du citoyen. Voilà, donc on aura tout ça réuni dans une seule et même portefeuille d'identité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, et ça se passe toujours comme ça, c'est sur la base officiellement du volontariat, là, pour le moment. Ça commence comme ça. Et en fait, c'est assez insidieux parce qu'après, il va y avoir une forme de pression, j'imagine, à ceux qui ne le font pas, voire empêcher tout simplement d'avoir accès à certains services si on n'a pas ce portefeuille d'identité numérique. Et tout ça, pourquoi on peut aussi se poser ces questions et déjà faire, d'abord parce que beaucoup de choses sont déjà écrites, faire déjà dessiner les lignes du futur, mais surtout parce qu'on a vu ce qui se passait avec le pass sanitaire. Et finalement, on se dit ça va être la même chose en pire. En plus complet. Oui, c'est-à-dire que moi je suis assez d'accord avec ceux qui disent que le pass sanitaire a été une répétition générale pour tester les zones de résistance de la société civile, comme on dit, de la société aux mesures de contact tracking et aux mesures de surveillance numérique qui sont théorisées dans le Great Reset de Klaus Schwab. Il y a eu cette expérimentation et maintenant les gouvernements occidentaux sont en train d'industrialiser des méthodes de manipulation collective, de manipulation sociale, avec notamment le déploiement de ce qu'on appelle la théorie du nudge, c'est-à-dire un certain nombre de théories de manipulation, de techniques de manipulation qui permettent à l'État de pousser les citoyens à entrer, si j'ose dire, dans le couloir, dans le labyrinthe de la mort des libertés, sans que les gens ne résistent réellement. Et là, effectivement, la technique qui consiste à demander aux gens de participer volontairement à une expérimentation pour la populariser, pour créer une espèce de majorité de référence qui permettra de dire, ben voyez, eux, ils ont réussi, faites comme eux. On sait que la respectabilité sociale, comme on dit, le social proof, la preuve sociale, est une technique privilégiée pour pousser les gens à obéir en se disant, ben moi, je veux être dans la majorité, je veux faire comme les autres tant que je fais ça. Ces techniques-là sont actuellement en développement, en cours d'utilisation pour populariser l'identité numérique. Donc, ce qu'on va voir effectivement, c'est que sur X vont probablement répondre de façon très favorable des jeunes geeks qui sont très heureux de pouvoir rentrer dans un univers de dystopie technologique. Oui, alors pas forcément des geeks, mais ça peut être des gens qui est en marche, on va dire, en marche vers le progrès. Il faut voir que notamment Hollywood a porté un certain nombre de films qui présentent comme un avenir radieux ces sociétés où on montre une carte, on montre son iris, oui, bien sûr. Et puis on franchit des portes et on rentre dans des parcours de privilégiés. Et effectivement, cette logique qui consiste à dire vous allez être dans le groupe des privilégiés, c'est une technique redoutable pour faire rentrer des gens. On l'a vu au moment du vaccin. Moi, je me souviens de gens, de journalistes, de journaux plutôt conservateurs comme Le Figaro qui me disaient, mais en gros, être moderne, être dans le mouvement, c'est se faire vacciner et avoir le pass sanitaire parce que ça permet d'avoir une vie normale. C'est-à-dire que même des gens qui, a priori, sont plutôt réticents à perdre les libertés ou qui sont plutôt supposés défendre les libertés ont été des acteurs de l'asservissement et de l'obéissance à l'État. C'était Le Figaro, il y en avait beaucoup d'autres. Bon, après, moi, j'attendais pas forcément Le Figaro sur aucune question d'ailleurs de véritable combat situationnel aujourd'hui, mais bon. Nous sommes d'accord que Le Figaro a recréé une forme de bien-pensance, c'est-à-dire que ceux qui critiquaient la bien-pensance de gauche sont eux-mêmes devenus des bien-pensants. Oui, souvent plus bien-pensants que les autres. Voilà. Et donc, on voit bien comment la machine fonctionne et comment elle entraîne finalement, sur la base du volontariat, des gens à devenir des acteurs de l'asservissement par l'État.
Oui, alors, d'accord, donc là, on voit pour le moment, on en est qu'à là, mais en quoi vous considérez que c'est inquiétant et que ça risque finalement d'être imposé aux autres, à ceux qui, pour le moment, sont pas forcément des geeks de première classe et sont pas forcément intéressés par le fait d'avoir une reconnaissance faciale qui lui permet d'ouvrir toutes les portes. À quel moment vous pensez qu'il va y avoir ces points de bascule? Alors, je pense que le point de bascule, on l'a franchi. C'est-à-dire que on sait maintenant que les gouvernements occidentaux ont théorisé la technique du curiaçage. C'est-à-dire qu'on avance petit à petit et tranche par tranche, on coupe le saucisson, si j'ose dire. Et donc, le problème, c'est de couper la première tranche. Je note d'ailleurs, j'en profite pour le signaler, qu'aujourd'hui, nous célébrons la victoire de Javier Milei en Argentine, qui lui dit il n'y aura pas de petites étapes avec moi, il y aura un changement radical tout de suite. La technique des petites étapes, c'est la technique qui est utilisée par les gouvernements occidentaux pour curiacer les libertés, pour saucissonner petit à petit l'opinion et la mettre en position de réduire toujours un peu plus la portion des résistants qui s'opposent au système. Donc on sait que on va commencer par une expérimentation, c'est celle qui est en cours. Petit à petit, il va y avoir des campagnes de publicité qui vont chaque fois étendre le périmètre de l'identité numérique au nom de « on protège vos données ». Évidemment, c'est pour mieux les violer. On protège on facilite votre vie, on accélère les procédures grâce à notre système. Et petit à petit, on se retrouvera avec 10 ou 15% de gens qui disent « je ne veux pas ». Rentrer dans ce système, c'est comme les tickets papier RATP, hein. Et petit à petit, on va user ces gens-là, donc il n'y aura pas de avec des méthodes de plus en plus compliquées. Ah non, mais arrêtons-nous sur votre exemple qui je trouve très parlant. Au départ, on nous a dit, oui, le ticket, d'ailleurs, on a vu, hein, ces gros panneaux d'affichage mis partout, ces publicités, la simplicité, et pour tous, c'est évidemment d'avoir son téléphone et de pouvoir télécharger, je sais plus quelle application pour pouvoir prendre commander tout à l'avance sur le numérique. Et pour ceux comme moi qui souhaitent rester au ticket, c'est devenu de plus en plus compliqué. Mais vraiment, c'est devenu terrible. Il y a les bornes, alors on n'a plus le droit d'acheter dans le bus. Ensuite, les bornes disparaissent petit à petit, enfin celles qui nous permettent d'acheter des tickets. Et donc en fait, il faut être très très organisé pour pouvoir prendre un bus en toute légalité ou un trajet. Alors, vous vous souvenez, à une époque d'ailleurs, qu'on pouvait faire sa provision en achetant 2 carnets de tickets, que maintenant ce n'est plus possible. On peut acheter au maximum 9 tickets. Et donc, ce qui oblige. C'est dingue. Et on voit bien que tout ça, c'est évidemment prévu, c'est organisé. Et donc, l'identité numérique fonctionnera de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne vous dira pas du jour au lendemain, on interdit le vieux passeport papier ou la vieille carte d'identité qui est en plastique, que moi je n'ai pas d'ailleurs, je n'ai qu'un passeport. On ne vous dira pas du jour au lendemain, on vous interdit votre passeport papier, monsieur. Simplement, les possibilités d'accéder à des formalités normales, à une vie normale, seront de plus en plus limitées, car il faudra chaque fois présenter petit à petit, ça s'imposera. En fait, c'est ça aussi, ce sera une carte d'identité numérique et progressivement, probablement de la reconnaissance faciale. Et donc, on sait bien que le processus prendra peut-être 10 ans, mais dans 10 ans, nos libertés auront disparu. Et c'est notre difficulté aujourd'hui, c'est de conscientiser des gens dans la durée. C'est-à-dire que une réaction épidermique, tout le monde peut l'avoir. En revanche, un combat de fond à mener comme une guérilla face à une armée organisée, si j'ose dire, face à une armée régulière, ça demande beaucoup plus d'énergie et les gouvernements savent qu'ils peuvent compter sur de la déperdition progressive. Et oui, c'est ça, c'est très intéressant aussi ce phénomène dont vous parlez, c'est finalement c'est une forme de banalisation de l'agression, enfin de la perte de nos libertés. Mais comme c'est progressif, alors on n'est pas très content. Oui, moi je suis pas contente d'avoir perdu les tickets de bus parce que voilà, pour certaines raisons, je suis pas très contente de devoir passer par un portail d'identité numérique pour avoir accès à je sais plus comment ça s'appelle les questions de santé. Amélie, voilà le compte Amélie. Bon, mais en fait on n'a pas trop le choix, donc on le fait. Puis petit à petit, il y a de plus en plus de sites qui sont concernés. Puis voilà, en fait c'est ça, et on avance tous en meute tout doucement vers l'endroit où on veut nous mener, quoi. En meute, pas en troupeau plutôt. Ouais. C'est la stratégie que la société fabienne en Grande-Bretagne avait définie au XIXe siècle, qui se généralise progressivement à nos gouvernements occidentaux avec des couches de recherche en sciences sociales menées aux États-Unis. Mais on voit bien qu'effectivement, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous voulons
combattre le système et il faudra nous armer de patience et de détermination, ou bien est-ce qu'on fait avec et finalement, par lassitude, on renonce progressivement à la perte de nos libertés. Donc moi, je pense que nous avons besoin de créer des espaces de sécession où l'on pourra vivre sans contrôle de l'État, mais c'est un enjeu extrêmement compliqué à mener parce que on voit bien que les Français, leur première priorité, et je peux le comprendre, c'est le pouvoir d'achat. C'est bien sûr, c'est pouvoir nourrir sa famille le lendemain. Hein. Pour le moment, c'est vrai qu'on est aussi dans une crise qui est peut-être, certains diront, tout ça est du même ressort. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation où il y a des priorités. La priorité de pouvoir se nourrir, de pouvoir survivre. Et c'est compréhensible. Simplement, on sait qu'en bout de course, ce qui sera menacé, ce seront notre mode de vie lui-même, notre identité. Beaucoup pensent que notre identité, c'est des choses religieuses et autres. Ça l'est probablement. Mais la première fonction, la première réalité de notre identité, c'est au fond notre droit à une vie privée sans contrôle de l'État. Et ce droit-là, il est en train d'être fondamentalement menacé. Je l'ai cité aussi dans le courrier des stratèges, le Conseil constitutionnel a validé l'activation à distance des moyens de communication numérique, donc des téléphones portables, des ordinateurs. Le Conseil constitutionnel a validé le droit pour la police judiciaire, sans contrôle d'un juge, d'actionner la caméra de votre ordinateur ou le micro de votre ordinateur à distance. Et on voit bien que petit à petit, notre droit à la vie privée est raboté, chaque fois un tout petit peu limé, un peu plus, et petit à petit, dans 10 ans, nous aurons la nostalgie de l'époque où nous avions une vie privée que nous n'aurons plus. C'est bien ça l'enjeu. Je sais que c'est difficile à faire comprendre aux gens, mais c'est pourtant essentiel qu'ils le comprennent. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est le droit à la vie privée, et le droit à la vie privée, c'est le fondement de notre identité culturelle. Oui. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, donc j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur pas mal de sujets. Évidemment, activation à distance des téléphones, des ordinateurs, etc. C'est gravissime, c'est gravissime. Là, c'est vraiment la fin, enfin le début, ou en tout cas la continuation de cet état de surveillance. Donc, ça pose de grandes questions sur l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et à ce sujet, encore une actualité, vous citiez les décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Il y a aussi cette enquête sur la reconnaissance faciale des Jeux Olympiques, en fait, comment ça s'appelle, des outils de reconnaissance faciale qui sont déjà appliqué depuis longtemps en France, en fait, sans même qu'on soit au courant. Alors, en fait, c'est dès 2021, pendant qu'il y avait des disputes sur le vaccin, le pass sanitaire, dès l'hiver 2020, le Conseil d'État a validé un certain nombre de dispositifs sur la reconnaissance faciale et le fichage des citoyens. Et là encore, comme tout ça passe derrière l'écran de fumée des grandes polémiques qui sont, vous savez, quand il n'y avait pas encore l'attaque du Hamas en Israël, on parlait des punaises de lit à Paris comme le sujet essentiel qui occupait l'actualité. Pendant ce temps-là, les mesures scélérates passent petit à petit, toujours par petits bouts, par petites tranches. Et donc, effectivement, il y a eu à un moment donné une contestation, notamment par la CNIL, du droit de la préfecture de police à Paris d'utiliser des drones à reconnaissance faciale immédiate. Et puis finalement, la loi, 6 mois plus tard, a validé cette disposition. Et maintenant, on voit bien qu'à chaque manifestation, les services de police, à commencer par la préfecture de police de Paris, annoncent les périmètres où des drones seront déployés pour procéder à de la reconnaissance faciale. Alors, il se trouve que c'est là aussi une façon d'accoutumer les gens pour petit à petit élargir le champ de la surveillance. Il faut que les gens comprennent que à une époque, il y avait des caméras de surveillance pour identifier d'éventuels délinquants. Il fallait aller consulter les bandes numériques ou les enregistrements. Maintenant, les drones vous surveillent directement et passent au-dessus de vous. Et il suffit qu'ils passent au-dessus de vous pour que un policier, au bout d'un écran, voit votre nom s'afficher en même temps que l'image et votre identité. C'est-à-dire, c'est la dystopie, c'est le film de science-fiction. On a ça en France aujourd'hui. Et les lois ont été passées, notamment par Gérald Darmanin. Mais comment on a déjà une reconnaissance faciale si on n'a pas encore été enregistré? Parce que il y a évidemment
une mise en correspondance entre les fichiers numériques qui existent avec votre photo, hein, notamment les fichiers des délinquants. Mais ce fichier est très large. C'est d'ailleurs très souvent pour ça que la police procède à des contrôles, des vérifications d'identité au commissariat. C'est pour pouvoir ficher les gens, même s'ils ne sont responsables de rien. On a vu ça au moment de la réforme des retraites et de la contestation, où des milliers de gens se sont retrouvés en procédure de vérification d'identité dans un commissariat. C'est pour pouvoir ficher les gens et nourrir ce système de reconnaissance faciale, parce qu'aujourd'hui, la police a besoin de constituer le plus grand réservoir possible de photos d'identité pour pouvoir vous reconnaître automatiquement dans la rue et savoir où vous allez, savoir qui passe dans les rues à un moment de telle ou telle manifestation. Donc c'est une fonction essentielle qui posera tôt ou tard des problèmes technologiques, car le système de reconnaissance n'est pas parfaitement fiable et ce sera probablement à l'origine d'un certain nombre d'erreurs judiciaire. On verra petit à petit, on verra tous les inconvénients de ce système. Mais pour l'instant, l'État est au stade de ce que vous appelez très justement, Clémence, la banalisation. C'est-à-dire qu'on habitue les gens à vivre avec, à faire en sorte que ce ne soit plus quelque chose de perçu comme dangereux ou liberticide. Et le jour où nous nous réveillerons, le mal sera fait. C'est pour ça qu'il est important au maximum de mener un combat au jour le jour. Alors allons sur ce combat, maintenant qu'on a bien compris ce qui se tramait, entre guillemets, et ce qui est déjà avancé finalement. Vous parlez de sécession. Alors pour résumer, pour ceux qui n'ont pas lu votre livre ou qui n'ont pas entendu les dernières émissions, mais elles peuvent être rattrapables évidemment et revues maintenant, hein, où notamment vous parliez de votre livre Sécession manuel d'autodéfense contre la caste. Ce que vous appelez sécession, c'est pas justement ce qu'on peut imaginer, le recours aux forêts, le recours aux campagnes, etc. Vous considérez que finalement la sécession, elle peut se faire dans le milieu dans lequel nous sommes, et il suffit seulement de couper ces liens de dépendance finalement, pour vous résumer, hein, Éric Verhaeghe. Oui, alors je crois qu'il y a deux étapes dans la sécession. Il y a d'abord une étape que je dirais pratiquement de vie de franciscain ou de moine cloîtré dans une ville, hein, c'est-à-dire qu'il faut se couper de l'alimentation de la matrice, comme on dit, par les médias mainstream. Il faut à un moment donné se mettre en retrait et se retrouver dans une solitude culturelle, spirituelle, et se reconstruire. Ça, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape qui est au jour le jour de constituer des liens de solidarité avec ceux qui sont comme vous, qui ont décidé de sortir de la matrice et d'entreprendre des manœuvres de résistance au jour le jour, soit en créant des réseaux qui permettent de court-circuiter l'État, soit en multipliant les obstacles courants, en menant une espèce de guérilla administrative, de guérilla, j'allais dire pratiquement bureaucratique, contre le système pour se soustraire au maximum. Mais on est toujours perdant dans ces guérillas. Parce qu'on n'est pas toujours perdant dans ces guérillas. On a l'impression que de toute façon, le système nous broie petit à petit, que de toute façon, il avancera. C'est un peu le... Alors, dans tous les cas, le combat est long et croire que, qu'on puisse faire du zapping révolutionnaire, si j'ose dire, c'est une erreur. La machine ou du happening. Oui, la machine qui se met en branle est une machine qui est puissante, donc il faudra livrer un combat long. Mais quand je vois comment le Hamas, par exemple, est parvenu, je ne fais évidemment pas appel à des manifestations violentes, simplement je constate que le Hamas est parvenu à échapper au puissant système de contrôle numérique de l'armée israélienne en revenant à ce qu'on a appelé une espèce de préhistoire de la communication. Je crois que nous devrons inventer des modèles de société qui pourront communiquer sans utiliser les moyens numériques et qui recréeront un lien physique entre les personnes que les systèmes de surveillance numérique auront beaucoup de mal à surveiller et à contrôler. Donc, pour résumer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il se trouve que derrière, on a essayé de mettre en place ici un partenariat avec Alexis Poulain, que derrière démarre Alexis Poulain, que les gens attendent là. Donc, on va essayer de résumer rapidement, finalement, recréer du lien, en fait, éviter tout ce qui peut être réutilisé par le système, entre guillemets, pour mettre sa main encore, même dans ces milieux, entre guillemets, de résistance, dans cette résistance à une généralisation d'une forme d'imposition d'un système qui n'est pas celui qu'on veut. Donc, dans ce cas-là, par exemple, beaucoup me disent il faut revenir au cash, mais même le cash, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller tirer de l'argent à un moment donné. Donc, finalement, c'est quoi? C'est le troc, c'est un maximum de réseaux physiques, une forme d'organisation à part où on connaît un agriculteur, on connaît quelqu'un, c'est ça? Ou c'est comment ça fonctionne rapidement? Alors, je pense que le pigeon voyageur, ça c'est un de mes sujets préférés. Il faut utiliser des valeurs refuges, on y reviendra, l'or, l'argent, les métaux précieux
vous verrez que ça prendra de l'essor. Mais il y a aussi des crypto-monnaies en blockchain qui permettent des échanges entre particuliers. Oui, mais pour ça, il faut un ordinateur. L'ordinateur est contrôlé. Non, mais sauf que les techniques de blockchain permettent de crypter les communications. Donc, ça n'est pas idéal, mais ça permet d'avoir... Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'il faut rétablir la liberté monétaire. Je vois beaucoup de gens qui se prétendent résistants et qui disent « Ah, mais il faut reprendre le contrôle de la monnaie ». Il n'y a rien de plus totalitaire que le contrôle de la monnaie. On n'en a pas parlé, mais c'est l'objet de l'euro numérique. C'est de verrouiller le contrôle de la monnaie par l'État. Notre seule espérance, c'est précisément d'avoir la liberté monétaire, ce que propose Javier Milei en Argentine, et c'est d'empêcher l'État de contrôler la monnaie. Et surtout, là aussi, je suis effrayé quand des gens me disent « faut se libérer, il faut que l'État reprenne le contrôle de la monnaie ». C'est précisément la meilleure façon de rentrer dans le totalitarisme que d'avoir un État qui contrôle la monnaie. Notre seul avenir, donc le cash, ça sert à rien. C'est le libre choix de la monnaie. D'accord. Et sur l'histoire de l'organisation, bah oui, parce qu'en lien physique et pas numérique, puisque finalement on se dit c'est pareil, c'est contrôler le numérique d'une façon ou d'une autre. Certains disent il faut aussi couper les capteurs de vos téléphones. Et moi je voudrais sur le côté alimentation, tout ça, enfin, comment on fait? Eh bien, il faut, par exemple, on reviendra des circuits courts. L'avenir, c'est le circuit court, bien entendu. Ce qui est possible, même en Île-de-France, qui est la zone la plus agricole de France. L'Île-de-France est la zone où il y a la surface agricole utile est la plus importante de France. Donc, c'est possible partout. Ça demandera de l'organisation et donc ça exigera de nous que nous prenions des initiatives et que nous construisions nous-mêmes notre propre avenir sans attendre que l'État organise, que l'administration monte des circuits, etc. Ce qu'il faut, c'est une révolution libertarienne, c'est-à-dire que les individus prennent le pouvoir dans leur vie et arrêtent d'attendre que l'État leur donne un emploi, une retraite, des moyens de subsistance, des circuits organisés. Il faut que nous construisions notre propre destin comme nous l'avons toujours fait dans les siècles passés. Et il faut absolument comprendre que tous ceux qui défendent aujourd'hui les pouvoirs publics, l'État, la pseudo-solidarité sont en réalité des mondialistes qui se cachent, même s'ils jouent aux résistants. Ceux-là sont des mondialistes et c'est eux qu'il faut combattre. De toute façon, le constat est là aujourd'hui. Quand on voit justement l'amoncellement des mauvaises nouvelles que j'ai dû donner aujourd'hui, on voit bien que l'État nous a abandonnés. Donc même pour ceux qui étaient étatistes avant, l'État aujourd'hui ne remplit pas son rôle. Donc tirons-en les conséquences. Merci beaucoup Éric Verhaeghe. Sécession, voilà la conséquence, enfin la réponse d'Éric Verhaeghe à ce que nous venons de décrire. Manuel d'autodéfense contre la casse, c'est aux éditions Culture et Racines. À très bientôt Éric Verhaeghe et merci à vous tous d'avoir été si nombreux. Désolé encore une fois, il y a des jours comme ça, on enchaîne les mauvaises nouvelles, mais c'est l'actualité, c'est pas moi qui crée l'actualité malheureusement. En revanche, on la commente et on dit la vérité, c'est déjà pas mal et c'est le rôle de Tocsin.